bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, pour co-animer, il y a toujours Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, David Holderbach ou Holderbach? Holderbach, mais comme tu veux. Okay, eh bien, salut David. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tout le monde. David, on est revenu hier sur un petit peu ton histoire, ton passé et surtout, on avait beaucoup de questions sur ton statut d'Olympien puisque oui, tu as participé à 2 Jeux Olympiques, tu nous l'as dit, Séoul en 88 et Barcelone en 92, si je ne m'abuse. Tu nous as dit aussi que tu as découvert le triathlon beaucoup plus tard, en 2004, donc 12 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 12 ans? Est-ce que tu as complètement arrêté le sport? Est-ce que la dernière édition des JO de Barcelone t'a mis un coup derrière la tête et puis tu as décidé de raccrocher le maillot, le bonnet, les lunettes et t'es passé à autre chose? Ou est-ce que tu as continué à doucement sporter, ce qui t'a ramené après vers la découverte du triathlon? Deux choses. Donc en fait, ce que j'ai pas dit hier, c'est que en fait j'ai tenté de faire ma 3e Olympiade, donc essayer de me qualifier pour Atlanta, et là j'ai eu une saison compliquée avec des problèmes de santé ou de forme que j'ai pas réussi à résoudre, et donc en 96 j'ai raté la qualif d'une seconde, quelque chose comme ça. Ah, ça fait mal ça. Et donc j'ai raccroché le maillot et j'ai cherché un boulot, ce qui fait que pendant que les copains faisaient la cérémonie d'ouverture à Atlanta, moi je faisais mon shift, je travaillais en équipe dans l'usine de Flins chez Renault, puisque je commençais ma carrière professionnelle chez Renault. J'en déduis quoi? J'en déduis que finalement ton statut de sportif de haut niveau t'a pas amené à être un top exécutif chez Renault dès le début? Non, mais c'est en fait ça fait partie du parcours d'intégration. Si tu veux, c'est pour savoir comment tu construis une voiture, c'est savoir comment elle est assemblée et qu'est-ce que ça veut dire que de monter certaines choses ou de peindre ou ce genre de choses. Donc c'était très intéressant d'un point de vue professionnel. À l'instar d'un militaire, tu faisais tes classes. Exactement, c'est la bonne image. Voilà. Et donc, alors côté sportif, j'ai continué à nageoter une fois de temps en temps pour aider le club, pour les interclubs ou des trucs comme ça. J'ai fait quelques 10 kilomètres ou semi-marathon pour dire que j'y arrivais, mais sans vraiment m'entraîner. Et puis, grosso modo, donc ça c'était en 96. Attends, parce que t'as switché de je nageotais de temps en temps. Déjà, tu nous as pas dit de quel club tu étais sociétaire, mais en plus tu nageotais et de nageotais tu passais à des 10 voire des semi-marathons. Alors là, comment est-ce qu'un nageur devient coureur ou inversement? Parce que souvent, quand t'es un pur nageur, tu cours pas du tout. Moi, je sais que j'ai eu des expériences, j'ai fait des week-end chocs d'entraînement avec des jeunes triathlètes. C'était des super nageurs, mais alors au niveau course à pied, on en était loin. Quoi. Alors, je savais courir quand j'étais gamin. J'ai fait du cross quand j'étais tout petit avant de faire la natation. J'ai mentionné hier que j'avais quitté mes parents, enfin le domicile familial quand j'avais 13 ans pour aller en sport-études. Je suis parti à Font-Romeu, donc en altitude. En début d'année, on faisait toujours le cross du lycée. Et là, aux grandes dames des athlètes, c'était souvent les nageurs qui gagnaient. Et donc, dans ma catégorie, j'ai gagné le cross du lycée plusieurs fois. Donc, je savais à peu près courir. Mais effectivement, en fin de carrière, on faisait très peu de courses à pied. En natation, je nageais à la fin de carrière pour Boulogne-Billancourt ou Saint-Germain-en-Laye. C'était sur la fin, et j'étais à Canet-en-Roussillon pour la première partie pendant de très nombreuses années. Tu t'es mis un petit peu à courir, tu courais quelques 10, quelques semis de temps en temps, et tout ça nous amène vers le milieu des années 90. Voilà, donc ça c'est milieu des années 90 avec les gars du boulot ou des choses comme ça, tu sais, des petits challenges gentillets. Sportif un jour, sportif toujours. Exactement. Je te raconterai pas le jour où un collègue du travail me challenge sur un 25 mètres en piscine, et donc lui en nage complète et moi que les jambes, et voilà, donc il a perdu. Vas-y, justement, t'as commencé à raconter, donc là faut que tu termines. T'en es où? Tu fais exprès un virage juste pour lui laisser le temps d'arriver au mur? Non, mais c'était 25 mètres, donc si tu veux, j'ai fait le 25 mètres sous l'eau puisque je faisais du dos à l'époque, et puis il m'a plus jamais challengé.
C'est ce qu'on disait hier avec Olivier, c'est que même dans le milieu professionnel, les sportifs de haut niveau et anciens sportifs de haut niveau restent toujours des compétiteurs. Ça reste toujours, et puis pour quoi que ce soit. Hein. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, on a eu deux garçons avec mon épouse, donc 98 et 2000. Donc là, clairement, j'ai mis parenthèse sur tout ce qui était sportif. Et c'est en 2004 où j'avais dû prendre au total une bonne dizaine de kilos. Ça n'allait plus, ça aussi, quoi. Donc, si tu veux, entre l'équilibre, boulot, stress, manger et ce que je voyais dans le miroir, il fallait que ça change. Et c'est donc là que tu fais quoi? Tu passes la porte du premier club de sport que tu trouves et il s'avère que c'est un club de tri ou par recommandation? Comment ça se passe? Parce qu'on le rappelle, tu nous disais hier, t'étais à Tokyo à cette époque-là. J'étais à Tokyo, absolument. Donc, du coup, trouver un club pas simple. Mais par contre, il y avait des gens qui roulaient le samedi autour du Palais Impérial. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté mon premier vélo. En solde parce qu'il était trop grand pour les Japonais, donc ça tombait bien. Très très fier de moi, j'avais fait 3 sorties pour cumuler un énorme 40 km et donc je me suis aligné pour mon premier triathlon de distance olympique. Ça a été un vrai calvaire, Forcément, tu sors premier de l'eau, j'imagine. Je sors premier de l'eau. J'ai mouru grave en vélo et puis en fait c'était dans le port de Yokohama, mais c'est pas la même chose que la Coupe du Monde. C'est pas la même chose que la WTS. Voilà, tout à fait. Là, on était dans le port industriel de Yokohama, donc l'eau quand tu faisais les battements, la mousse était jaune. Voilà, c'était charmant. Et tu courais sur un parking portuaire où tu avais les voitures de Nissan qui étaient prêtes à expédier à l'international. Ah, c'était un triathlon sponsorisé par Nissan? Ouais, c'était chez eux, mais donc et si tu veux, ce jour-là, il a fait un calvaire. C'était un soleil pas possible et je me suis trompé au moment de m'arroser avec le verre d'eau. Tu sais, j'ai pris l'équivalent du Gatorade mais qui était blanc, donc tu pensais que c'était de la buée sur le verre et voilà, j'ai couru tout gluant pendant et c'était une catastrophe aussi en course à pied parce que clairement j'étais pas au niveau entraînement. Et parce que du coup le vélo c'est quelque chose que tu as découvert à ce moment-là en fait, tu roulais pas avant toi. Absolument. Donc et alors j'ai eu la chance, j'ai un très bon ami qui était chez Nissan aussi à l'époque, donc un gars de Renault qui était un ancien cycliste. Donc c'est lui qui m'a posé sur le vélo. Et qui m'a fait souffrir pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois pour apprendre la technique et puis rouler ensemble. Il m'a fait souffrir, il m'a fait tu restes dans la roue, tu colles à la roue, tu te rapproches, ta cadence, ton positionnement et voilà. Et tout ça en 3 sorties parce que tu nous as dit avant que tu avais fait que 3 sorties, donc tout ça en 3 sorties. Non, ça c'était après avoir souffert le grand dame tout seul. Et en fait, je me suis où il est arrivé au Japon quelques semaines après ou quelques mois après, voilà. Mais effectivement, lui m'a aidé beaucoup. Et puis de fil en aiguille, je suis monté, donc j'en ai refait quelques-uns de triathlon où ça s'est un peu moins mal passé, parce que malgré la douleur, j'ai voulu persister. Et puis en fait, de fil en aiguille, on a créé une espèce de club où le samedi matin, on allait rouler ensemble dans des endroits déserts de Tokyo. Avec justement ce copain Alain qui nous faisait faire les sprints aux pancartes qu'on s'inventait. Ensuite, on posait les vélos autour du Palais Impérial et on courait là jusqu'à l'ouverture de la piscine. Et après, je les amenais nager. Là, c'est moi qui les faisais souffrir un peu. Attends, parce que tu nous as raconté quand même l'histoire de ton premier triathlon. Moi, je visualise bien le truc, mais si ça te dérange pas, j'aimerais qu'on revienne dessus. Tu nous dis que forcément dans l'eau, tu te sens bien. Bon, même si t'es un nageur retraité, tu sors premier de l'eau. Comment se passe ta première transition? Parce que tu dois sortir, toi, t'es tout frais, parce que souvent, les triathlètes, on sort de l'eau, quand on n'a pas trop l'habitude, on est un peu désorienté, en plus le changement d'orientation, de allongé, debout, bon voilà. Mais toi, j'imagine que la natation, c'est ton élément, donc tu connais, tu sors, hop, t'arrives dans le parc à vélo, t'arrives sur ton slot, et qu'est-ce qui se passe là? J'imagine que c'est la grosse débandade, tu sais plus ce qu'il faut faire, le casque, le dossard. Non, écoute, sur ce genre d'erreur, j'étais à peu près bien éduqué. J'avais bouquiné, j'avais étudié mon coup, donc j'ai su retrouver mon vélo sans trop de difficultés. Et voilà, côté transition, ça se passait bien. Je savais mettre mes chaussures après sans problème aussi. Non, je te dis la seule grosse bourre. Enfin, il y en avait deux. C'est un, clairement pas suffisamment entraîné, et deux, le coup du Gatorade sur la tête. Ok, donc ça c'est 2004, tu découvres le triathlon, tu commences par un court distance, t'en fais quelques-uns. Qu'est-ce qui fait que tu restes
dans ce sport? Alors évidemment, ancien sportif de haut niveau, on sait que la douleur, la persévérance, la résilience, l'envie d'aller voir de l'autre côté de la frontière qu'est-ce qui se passe, le plaisir, à quel moment il arrive, et une fois qu'on a chopé le plaisir, on veut y rester. Mais est-ce qu'il y a un petit truc en plus qui te fait vraiment rester dans ce sport, qui te donne envie de découvrir, d'en savoir plus? Il y a plusieurs choses. C'est d'abord la vraie découverte du sport pour moi, ça a été de faire le multisport, parce que j'ai nagé comme je l'ai dit beaucoup. J'ai nagé autour de la terre, grosso modo. J'ai dû nager plus de 40 000 kilomètres dans ma carrière. Donc j'ai compté les carreaux et certainement de trop, ce qui fait que c'est aussi pour ça que j'étais content d'arrêter en 96. Donc là, c'est de découvrir de nouvelles choses, cette histoire de cadence à vélo, retrouver de la fitness pour pouvoir courir 5-10 kilomètres sans difficulté, c'était vraiment agréable, et de passer de l'un à l'autre, faire un petit peu de conditionnement aussi, ce genre de choses, donc un vrai régal. Ensuite, j'ai des amis qui ont fait carrière dans le triathlon. Donc j'ai des copains qui faisaient les coupes du monde de triathlon. Quand j'ai fait mon meilleure distance olympique, c'était à Ishigaki. Ça, c'était quelques années après 2004. Je sais plus quand c'était, 2007, 2008. Et je retrouve Stéphane Poula, qui était un pro de l'époque français. Je crois qu'il a été champion d'Europe. Et j'étais tout fier de lui expliquer. Regarde, j'ai fait un super bon temps. J'ai fait 2,4. Et puis il me dit bon, il te reste plus qu'à faire moins de 2 heures maintenant. Voilà, donc tu prends ça dans ta tête. Voilà, et c'est typiquement ce genre de choses qui, c'est vrai, il a raison, il faut que je continue, quoi. C'était à l'époque où on était déjà autour d'une 45 sur un court distance pour le haut niveau. Ouais, c'est ça. Ouais, à Ishigaki, il tournait entre une 45 et une 50. Ouais. C'est ce qui t'a fait accrocher au sport et te donner encore plus et essayer d'aller de te dépasser. Toujours sur le court distance, ou là tu commences à avoir des velléités pour monter sur du plus long? En fait, quand je nageais, j'ai toujours été plutôt, je ne sais pas sprinter. J'ai pas de puissance. Je suis un diesel. Et je me suis rendu compte que même sur le triathlon, ça restait vrai. Donc les sprints, j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai vite arrêté. Distance olympique, ça commence à être intéressant. Et je suis monté en distance. J'en ai fait un peu plus long dans des distances ou des formats un petit peu atypiques au Japon. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, il faut passer par la case Ironman. Il faut que j'en fasse un parce que c'est quelque part un peu le Graal, quoi. C'est dire je suis un Ironman. Alors ça c'est un petit peu stupide, mais quand même. Ça c'est le côté marketing, ça. On tombe voilà, tous dedans, on est tous tombés dans le panneau. Voilà, donc et puis quand j'étais nageur universitaire, j'étais aux États-Unis et mon coach c'était Ron Johnson, c'était un personnage extraordinaire. Donc moi, on était une bande de jeunes d'une vingtaine d'années. C'était un gars qui avait 60-65 ans, qui faisait la séance de muscu avec nous. C'est un gars super fit qui chaque année faisait un 100 yards en natation pour essayer de battre son âge en secondes, tu vois. Donc voilà. Et un gars extraordinaire. Et ce gars-là, il avait fait Hawaï, Ironman Hawaï, et il t'en parlait, tu vois, quand on faisait les compètes, entre les courses, il te parlait d'Hawaï, de quand il se mettait à l'eau, de comment il avait souffert au marathon. Puis ça, c'est dans les années 90, donc c'est la belle époque, quoi. Là, t'étais vraiment un homme de fer, t'étais un Ironman. Exactement. Et donc, si tu veux, il nous avait bassiné avec ça, et c'est resté. Donc, si tu veux, il y avait le challenge marketing. Et puis il y avait Ron qui dans ma tête, quelque part fallait que je le fasse, quoi. C'était voilà. Donc c'était un des objectifs. Puis comme on pouvait s'organiser des vacances, on dit allez, je m'inscris à Francfort. Et puis 1 an et demi, je trouve 2 copains avec qui donc un qui fait rôle de coach et training partner, et puis un autre aussi pour qui c'était la première fois aussi. Wow. Et donc ça, c'était ta première expérience avec l'Ironman. Voilà, donc ça c'était en 2008. Je te propose qu'on passe demain pour que tu nous racontes ce que c'était que cette première expérience. Donc l'Européen expatrié au Japon qui vient faire un Ironman en Europe, et puis forcément tu vas nous raconter aussi ce qui s'en est suivi après cette première expérience Ironman. D'accord, super. À demain. Allez, à demain. Excellent, à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine. Et notre invité de la semaine, David Holdenbach. Holderbach ou Holderbach?